Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube académique Canal Bimer. Nous poursuivons l'étude du domaine 5 du programme de l'examen intitulé Les espaces maritimes, le milieu marin et leurs enjeux associés. C'est toujours Joseph Jiménez, professeur d'histoire-géographie, qui vous présente ces vidéos. Un grand merci à toi Joseph et très bonne émission à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons finir le domaine 5.2 et donc on va le finir avec les 3 points qui nous manquaient, les pavillons de complaisance, les secteurs d'activité et les métiers maritimes et la biotechnologie marine dite biotechnologie bleue. Alors dans ce point 6 des enjeux économiques, nous allons parler des pavillons de complaisance. Donc petit rappel, 90% de tout ce que nous consommons vient de l'étranger et 95% des produits expédiés à travers la planète transitent par les océans. Et donc l'auteur d'un livre qui s'appelle Une brève histoire de la mondialisation, Alex McGillivray, dit que c'est une des industries les plus opaques que je connaisse à propos de ce commerce maritime. Alors en 2015, 71% du tonnage total de la marine marchande mondiale est sous pavillon de complaisance. On voit quand même toute l'ampleur de ce problème, quand même, on est presque aux 3/4 du tonnage. Alors 3 de ces pavillons, Panama, le Libéria et les îles Marshall, qui est un pavillon de complaisance qui s'est développé beaucoup, c'est ainsi, comptaient pour 42,8% du total. Voilà, ces 3 là. Entre 2002 et 2019, la proportion de navires de commerce européens battant pavillon de complaisance est passée de 46 à 96%, donc tout le monde s'y est mis. Et sur ce même intervalle, les pavillons les plus prisés sont passés de Panama et Libéria à Comores et Palau. Donc voilà un petit peu l'image, je dirais, de ces pavillons de complaisance, donc avec Panama devant, suivi du Libéria, les îles Marshall, les Bahamas, Malte, Chypre. Voilà. Alors chaque jour, c'est plus de 60 000 navires qui sillonnent la planète, et ces navires sont de plus en plus grands. Les cargaisons, parfois elles sont mystérieuses, mais plus leur volume est important, plus le trajet est rentable. Les compagnies de fret gagnent beaucoup d'argent avec ça. Donc ces sociétés restent souvent méconnues de la plupart du grand public. Alors pour le journaliste norvégien Gunnar Stavrom, il existe 2 catégories d'armateurs, et c'est quand même assez clair son explication. Dans la première, c'est celle des industriels droits, honnêtes, qui n'utilisent pas leurs navires pour spéculer, et qui ont opté pour une activité durable. L'autre partie de l'industrie, ce sont les magnats, les types qui ont d'énormes fortunes, qui ne paient pas d'impôts, qui ne parlent pas de leurs affaires en public. Ces magnats européens ou asiatiques, peu scrupuleux, ont trouvé un moyen imparable de faire des économies, le pavillon de complaisance. Celui que des pays comme le Panama, le Libéria, les îles Marshall leur vendent à prix d'or pour leur permettre de se soustraire aux réglementations sociales, fiscales et environnementales en vigueur dans leur pays d'origine. Donc un système où les personnes sont les parties vulnérables du processus, explique Steve Cotton, secrétaire général de la Fédération internationale des ouvriers du transport. À bord, les conditions de travail sont rudes, les horaires extensibles, les hommes coupés de toute communication pendant 10 mois de navigation. La fatigue est à l'origine d'erreurs humaines et chaque année cela entraîne des naufrages et des morts. Voilà, par exemple, l'immatriculation, l'avantage, c'est que l'immatriculation d'un navire sous pavillon de complaisance, eh bien, il est financier d'abord, et il y a un certain laxisme concernant les visites de contrôle, mais bon, on arrive du coup à des drames. Exemple, en France, l'Amoco Cadiz, un pétrolier qui s'est échoué en 1978, qui a créé la plus importante marée noire de tous les temps, y battait pavillon libérien, donc de complaisance. Avec ce système, combiné à d'autres, il est souvent difficile d'établir les responsabilités lors d'un naufrage ou d'une marée noire, et du coup il encourage le recours à des véritables épaves flottantes pour transporter des marchandises. Par exemple, le naufrage du Prestige, autre pétrolier, le propriétaire c'était une société basée au Libéria, le pavillon était des Bahamas, l'armateur était une société grecque, le certificat d'aptitude à la navigation avait été délivré par une société américaine après une inspection à Dubaï, l'affréteur était une société en Suisse, et Crown Resources est filiale du groupe russe Alpha,
L'équipage était roumain et philippin, et les officiers grecs, quant à la marchandise, c'était du pétrole russe chargé en Lettonie à destination de Singapour. Alors là, essayez de retrouver, de démêler tout ça. Voilà, pour trouver un coupable, il faut se lever matin. Alors presque toutes les grandes catastrophes maritimes des 50 dernières années ont impliqué des épaves flottantes battant des pavillons de complaisance, dont l'Erika, pavillon maltais, la Moko Cadiz, donc Libéria, le Torrey Canyon, pavillon de Libéria, le Wakashio, Panama, Probo Koala, Panama, l'Exxon Valdez, les îles Marshall, les plateformes pétrolières aussi offshore qui doivent être immatriculées bénéficient des mêmes possibilités. Et la tristement célèbre Deepwater Horizon, qui avait fait grand mal aux côtes américaines, était immatriculée aux îles Marshall. Plus proche de nous, beaucoup plus proche de nous, la terrible explosion au port de Beyrouth en 2020 a été provoquée par l'abandon par son propriétaire d'un navire, le Rossus, navire chargé de 2750 tonnes de nitrate d'ammonium particulièrement explosif, au mépris de toute règle de sécurité, et y battait pavillon moldave, qui est un pavillon de complaisance. Voilà. La Moldavie, pour la petite histoire, n'a même pas de façade maritime. L'explosion a fait 207 morts, plus de 6500 blessés, et a dévasté toute la capitale libanaise. Alors, ça porte aussi, ce pavillon de complaisance, à l'esclavage en mer. Donc l'un des avantages, entre guillemets, de ces pavillons, c'est qu'il n'y a pas de réglementation, de surveillance en termes de droit du travail. Et donc ces équipages, ils sont souvent jeunes, sans formation, recrutés plus ou moins de force parmi les populations misérables d'Afrique ou d'Asie du Sud-Est. Le documentaire, si vous avez l'occasion de regarder, Seaspiracy, diffusé en 2021, suggère que ces équipages peuvent parfois carrément être constitués de prisonniers, voire d'esclaves séquestrés à bord, avec des maltraitances et un taux de mortalité effrayant. Il y a au moins 360 000 morts par an. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est le nombre de morts du côté français lors de la bataille de Verdun. Donc les propriétaires des navires étant au-dessus de toute législation grâce à l'intermédiaire des sociétés écrans et paradis fiscaux, et les méfaits ayant lieu dans les eaux internationales en plus. Donc apparemment c'était le cas de ce cargo, donc le Rossus, qui a explosé à Beyrouth en 2020. Alors il y a aussi du transport illégal et de la non-réglementation, c'est-à-dire qu'on utilise de vieux cargos sous pavillon noir, ils sont bricolés, utilisés pour le transport de bétail par exemple. Souvent ils sont pas conçus pour ça de toute façon, et cet usage fait qu'il y a des risques, des souffrances pour les animaux, un risque accru de chavirage, parce que le bétail peut bouger. Et c'est ce qui s'est passé pour le Queen Hind, immatriculé au Togo, qui a chaviré en 2019 à proximité de la Roumanie, avec à son bord plus de 14 600 moutons qui sont tous morts. Donc vous avez quelques photos de cette catastrophe. Alors la pollution aussi échappe aux sanctions avec ces pavillons de complaisance. Ils sont mal entretenus par des amateurs qui ne sont pas obligés d'investir. Ces navires, ils sont pourtant surexploités bien au-delà de leur âge, maximal je dirais. Les pétroliers sont à l'origine de 2,5% de la population des mers provoquée par des marées noires. Alors le transport maritime, c'est aussi la cause d'autres pollutions qui entraînent l'extinction de milliers d'espèces aquatiques. Il est également responsable de 4% du réchauffement global, parce que le carburant bon marché brûlé par un seul de ces monstres des mers libère la même quantité de soufre qu'environ 50 millions de voitures, explique un universitaire américain. Alors, cette industrie a un impact sur la santé. 60 000 personnes chaque année dans le monde meurent prématurément des effets du transport maritime. Et il est vraiment urgent donc de prendre tout ça en main d'après l'Organisation maritime internationale, l'OMI. Alors la France n'échappe pas à la règle. La France a eu un pavillon, on en a toujours un d'ailleurs. Le premier c'était le pavillon des terres australes et antarctiques françaises de 86 à 2005. Donc ce pavillon, il avait été créé pour lutter contre la fuite des immatriculations nationales. Donc on se crée notre propre pavillon de complaisance pour éviter que les gens aillent à d'autres pavillons de complaisance. Alors ce registre dit pavillon des Kerguelen, c'est une légalité un petit peu bancale, très très bancale même, alors que les Kerguelen n'ont pas d'habitants, et Port-au-Français, qui est le chef-lieu, n'offre qu'un simple embarcadère, donc il n'y a pas de port, il n'y a rien du tout.
Ce pavillon offre aux sociétés françaises des avantages fiscaux et salariaux. Ils peuvent employer jusqu'à 65% de marins étrangers hors Union européenne, qui en plus sont rémunérés aux conditions de leur pays d'origine. Le reste de l'équipage, le capitaine, officier en second, doit être européen, avoir des connaissances de droit français, et l'État rembourse dans ce cas 50% des cotisations sociales. Donc ce registre des terres australes et antarctiques françaises a été supprimé et complètement remplacé par un autre. Voilà le nouveau, dans le RIF, Registre international français. Alors ce pavillon, il est créé en 2005. Il n'est ouvert qu'aux navires armés au commerce au long cours ou au cabotage international et aux navires armés à la plaisance de plus de 24 mètres hors tout. Donc ce registre est assez important. L'ITF, la Fédération internationale des ouvriers de transport, classe ce pavillon comme pavillon de complaisance. Ce pavillon autorise l'emploi de marins étrangers à bas coût ainsi que le recours au manning. Il a ainsi la faveur de nombreux armements. Alors à l'occasion de sa mise en place vraiment effective en 2006, l'éventuel succès du RIF serait conditionné par un reclassement hors pavillon de complaisance. Oui, ça ne fait pas la bonne pub d'être pavillon de complaisance, car beaucoup d'armateurs français sont engagés auprès de leurs clients à ne pas transporter leurs marchandises au pavillon de complaisance. Ils ne peuvent donc pas utiliser ce pavillon, ainsi qu'au renouvellement d'un groupement d'intérêt économique fiscal attractif. En 2020, le RIF est toujours considéré par l'ITF comme un pavillon de complaisance. Alors le point 7, maintenant, l'avant-dernier point de cette grande partie sur les enjeux économiques du secteur maritime, c'est les secteurs d'activité et leurs métiers maritimes. Alors on a déjà un petit peu abordé en parlant d'aquaculture. Donc cette filière maritime, elle est structurée autour de 10 familles. Ces familles sont constituées de 936 appellations métiers et 54 activités si on fait référence aux données déclinées par secteur d'activité. Alors, quels sont les secteurs un petit peu? Il y a des secteurs industriels, par exemple tout ce qui est produit de la mer, commerce, exploitation. Il y a de l'extraction de matériaux marins, production d'énergie, tout ça on en a vu beaucoup, on en a parlé. Construction et réparation de navires, travaux publics maritimes et fluviaux, fabrication, pose et maintenance de câbles, services parapétroliers, paragaziers, tourisme littoral, transport maritime et fluvial, assurance maritime. Et il y a le secteur public non marchand, la marine nationale, l'intervention publique dans le domaine maritime, la protection de l'environnement littoral et marin, et la recherche marine. Alors, voilà ces 10 familles et leur répartition. On voit très vite que 57% des gens travaillent dans l'hôtellerie-restauration, qui sont impactés évidemment, qui dépendent des produits venant de la mer. 23% les travaux en mer. Et ensuite, donc, nous avons les constructions et maintenance navale, les services portuaires et autres. Ici, les effectifs de la marine marchande de chacun des pays. Et on voit quand même cette répartition qui implique beaucoup les pays d'Asie, même s'il y a quand même en Europe et en Amérique du Nord quand même un certain nombre de marins, évidemment. On voit que dans certains pays, par contre, c'est beaucoup de personnel d'exécution, alors que dans certains pays, on est plutôt spécialisé dans les personnels d'officiers. Alors, ces familles que vous avez là, elles amènent à beaucoup de métiers. Construction et maintenance navale, défense et administration maritime, pêche et culture, personnel embarqué, recherche et développement, ingénierie maritime, services portuaires, transformation des produits de la mer, travaux en mer, activités, loisirs et hôtellerie, restauration, tout ça c'est des activités saisonnières et les deux dernières liées au tourisme. En France, le socle de l'économie maritime, c'est quand même 450 000 emplois en 2012, 1,7% de l'emploi total en France et plus de 8% des emplois maritimes de l'Union européenne. Donc ces emplois ils sont regroupés dans plusieurs domaines. Le tourisme littoral emploie plus de la moitié de tout ça, 228 000 personnes travaillent au tourisme littoral, c'est quand même quelque chose d'important. Après il y a l'intervention publique, marine nationale, sécurité, enseignement, formation, recherche et autres qui emploient 69 000 personnes quand même. La pêche à mer,
L'aquaculture, plus généralement l'exploitation des produits marins, j'y reviens pas dessus, on l'a déjà fait. Au total, 51 000 personnes exercent une activité liée aux produits de la mer. Le transport maritime et fluvial de passagers ou de marchandises, y compris services portuaires, arrive ensuite avec 45 000 personnes. Alors, la construction de navires et de bateaux de plaisance constitue une industrie traditionnelle forte. La France est le premier constructeur mondial de voiliers. Donc on y associe la production d'équipements nautiques et de systèmes électroniques, les concessions, les travaux, les bureaux, les études spécialisées. Les énergies marines renouvelables, on en a parlé longuement aussi, suscitent de nombreux projets industriels ou pilotes. Le nombre d'apports reste encore limité, mais on espère que ça va augmenter. La mer intervient dans la production énergétique comme source de refroidissement dans certaines centrales nucléaires aussi. En fait, l'activité maritime comprend également la construction d'ouvrages maritimes, pour transporter du pétrole ou transporter du gaz par exemple. Donc voilà le nombre d'emplois par domaine d'activité en 2012. On voit très bien que le tourisme littoral est très loin devant, suivi de l'intervention de la mer, des produits de la mer, on en a déjà parlé. L'importance de l'emploi maritime par zone d'emploi, c'est quand même quelque chose d'important. Les ronds, c'est le nombre d'emplois maritimes. Alors on voit que dans le sud-est de la France, Marseille, Toulon, Nice, il y a beaucoup d'emplois maritimes. Pas mal en Bretagne aussi, enfin tous les littoraux généralement, ça paraît évident. Et la part des emplois maritimes, alors aussi on voit que sur les littoraux on est quand même plus représenté. Les diverses activités, toujours en nombre d'emplois directs, on revient au plus de 300 000, vous avez là des détails si vous voulez voir un petit peu, qui sont assez intéressants à lire. Les emplois directs, eh bien vous les avez là, hein, certains chiffres on les a vus. L'économie maritime représente 2,5% du PIB en France. On importe beaucoup plus qu'on exporte, on l'a déjà vu, c'est un peu plus de 300 000 emplois directs, troisième pays européen en pêche, on mange 34 kg de poissons par an et par habitant, et donc vous avez de nouveau une répartition des activités. Alors ça c'est assez intéressant quand même, parce que ça nous montre l'évolution du nombre de navires de pêche en métropole, de 1995 à 2019. Alors on y voit une forte chute des bateaux de moins de 12 mètres, donc la petite pêche. Une chute assez importante aussi des bateaux de 12 à 24 mètres. Et finalement, une baisse oui, mais proportionnellement beaucoup moins grande que les autres, des bateaux de plus de 20 mètres. Donc finalement on peut tirer un petit peu comme conclusion que c'est les petits métiers, les petits bateaux qui ont tendance à disparaître, et les grands qui ont tendance à survivre. Alors les entreprises d'aquaculture, ça aussi on l'a vu, donc je vais passer relativement vite. Hein. Voilà ce que c'est que l'aquaculture en France. 2200 entreprises de conchiliculture et d'élevage de crustacés, 29 piscicultures marines et 380 piscicultures. Alors répartition de la consommation, c'est beaucoup de poissons de pêche, 21% de coquillages, 11% de poissons d'élevage et 10% de coquillages et crustacés. Les emplois, si on réunit la métropole et les dômes, on est à plus de 10 000, enfin 13 000 exactement. Donc la petite pêche, c'est 9 000 emplois. La pêche côtière, on dépasse à peine les 2000, la pêche au large 3000, et après la grande pêche. Donc la conchiliculture, à elle seule, en 2018, employait presque 17 000 personnes, et la pisciculture dans les 3000. Donc voilà les densités un petit peu d'entreprises de poissonnerie. On voit qu'on est plutôt sur des départements littoraux. Des entreprises de mariage aussi, il y en a presque 300 qui font vivre 6000 personnes. Et ces entreprises de mariage, elles sont à proximité des grands ports, évidemment, vous les voyez sur la carte. La transformation, logiquement, c'est aux endroits où se situe la grande pêche, donc près des ports principaux. Le point 8, le dernier de ce gros morceau qui est les enjeux économiques, c'est la biotechnologie marine, dite aussi biotechnologie bleue. En 2005, l'OCDE a défini dans les biotechnologies comme étant l'application de la science et de la technologie aux organismes vivants, à d'autres matériaux vivants ou non vivants pour la production de savoirs, de biens et de services. C'est un petit peu compliqué, vous verrez les exemples, c'est plus clair.
Dans les biotechnologies, c'est quelque chose de très vaste qui résulte d'un mariage entre la science des êtres vivants, la biologie, un ensemble de techniques un petit peu nouvelles. Alors, les biotechnologies marines et leurs applications. Alors, les applications, on va voir qu'il y en a quand même pas mal. Par exemple, en cosmétologie, des crèmes de thalassothérapie. Dans l'industrie agroalimentaire, les compléments alimentaires, engrais, etc. Mais aussi dans le secteur de l'énergie avec des biocarburants. Dans le domaine de la santé, certains produits sont déjà en utilisation clinique, tels certains antidouleurs et anticancéreux. D'autres sont en phase de test, phase 3 par exemple. Donc il faut signaler en France les travaux prometteurs de la station marine de Roscoff concernant la roscovitine et ses dérives. Dans le domaine de la cosmétique, de nombreuses entreprises utilisent en France les algues pour la fabrication des produits de base pour la cosmétique et la thalassothérapie. Dans le domaine des biocarburants, c'est assez intéressant, les activités se limitent pour l'instant à la recherche. Il s'agit de production d'enzymes dégradant les produits lignocellulosiques pour essayer de produire du carburant. Alors, l'alimentation du futur. On peut aussi trouver de l'alimentation dans le milieu marin. Dans le centre Leibniz de recherche marine tropicale de Brême, fait partie des instituts de recherche marine les plus renommés dans le domaine de la bioéconomie marine. Et dans un projet, ces chercheurs, en collaboration avec d'autres instituts et des partenaires du secteur privé, étudient de nouvelles sources de protéines de la mer, dont les méduses. Actuellement, l'aquaculture marine contribue à l'approvisionnement mondial en protéines, essentiellement par le biais de monoculture de poissons et de crustacés. Ils ont toutefois besoin de produits de la pêche pour leur nourriture. Donc c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'on a des poissons d'élevage, mais qui sont nourris par des poissons sauvages. Donc il faut quand même pêcher. L'extraction de protéines sur des méduses d'élevage ne nécessite pas d'alimentation à base de poissons et est de ce fait beaucoup plus efficace. Le centre Helmholtz de recherche marine à Kiel fait également partie des instituts de pointe dans le domaine de la recherche marine. Lui se consacre notamment à l'utilisation durable des ressources marines pour la médecine, la production d'aliments et les cosmétiques. Le projet Baltic Blue Technology Alliance encourage le développement de produits de bioéconomie marine. La société estonienne Fursela ou d'Italie, par exemple, avec le soutien de Geomar, a lancé sur le marché une crème de soin de visage à base de Furcellara, extrait de l'algue rouge de la mer Baltique. Les produits sont le résultat d'une coopération interdisciplinaire entre de nombreux partenaires. Intéressant aussi, le carburant à base d'algues. L'université technique de Munich, toujours des Allemands, avec le groupe Airbus, a créé un centre technologique unique au monde pour la culture d'algues. Et ils veulent faire de la recherche pour faire des biokérosènes et de la substance chimique à base d'algues. Alors ces algues, elles poussent beaucoup plus vite que le soja ou le maïs, elles n'ont pas besoin de sol fertile, de pesticides, et elles pourraient avoir un rendement par hectare et année 10 fois plus élevé. Voilà, une image un petit peu, tout ce qu'on étudie à base d'algues. Donc le prochain point, ce sera le 5.3, c'est-à-dire les enjeux socio-culturels du développement du secteur maritime. Et avant cela, un petit quiz, quelques questions pour vous préparer à l'examen. Bon courage. Alors question 1, en 2015, quel pourcentage du tonnage total de la marine marchande est sous pavillon de complaisance? Donc, réponse A 61%, réponse B 71%, réponse C 77% et réponse D 81%. Quelques secondes de réflexion. Et la réponse était 71%. Question 2. Quels sont les 3 pays qui à eux seuls représentent quasiment la moitié des pavillons de complaisance dans le monde? S'agit-il, réponse A, du Panama, des îles Marquises et de la Libye? Réponse B, du Liberia, de Panama et des îles Vierges. Réponse C, du Panama, de Liberia et des îles Marshall. Et réponse D, de la Syrie, de Panama et du Liberia. La réponse était Panama, Liberia et îles Marshall. Voilà ce que ça donne à E3. Question 3. Le pavillon de complaisance français créé en 2005 n'est ouvert qu'aux navires armés au commerce au long cours et au cabotage international. C'est le registre TAAF, réponse A, le registre international français ou RIF, réponse B, le pavillon français international, le PFI, ou le pavillon international français, le PIF. Je vous laisse quelques secondes de réflexion.
Donc il s'agissait du RIF, le registre international français, et le PIF, ça aurait été une réponse gadget évidemment. Voilà ce registre. Question 4. La filière maritime est structurée autour de 10 familles, laquelle fournit le plus d'emplois. S'agit-il de l'hôtellerie-restauration? Réponse A. Des travaux en mer. Réponse B. Les métiers de la pêche. Réponse C. Ou les constructions et maintenance navale. Réponse D. La bonne réponse était le A. L'hôtellerie-restauration. Voilà les pourcentages. Question 5. Enfin, en France, combien compte d'emplois le socle de l'économie maritime en 2021? Est-ce que cette économie maritime fournit 250 000 emplois? Réponse A. 450 000 emplois? Réponse B. 650 000 emplois? Réponse C. Ou 850 000? Réponse D. Il s'agissait de 450 000 emplois. Voilà le détail. Et c'est la fin de ce petit quiz de révision.